tourne. Ici, ça tourne aussi. Ok. Donc Clotilde Leguet, bonjour. Bonjour Marie-Lou. Je vais vous présenter. Vous êtes psychanalyste, philosophe, cinéphile, et vous enseignez au département de psychanalyse de l'université Paris 8. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Les Amoureuses, Voyage au bout de la féminité, L'être et le genre, Homme-femme après Lacan, qui a été publié au Brésil, Jeu, une traversée d'identité, et plus récemment, en 2021, Céder n'est pas consentir, une approche politique et clinique et politique du consentement. Donc on est réunis aujourd'hui à l'occasion de la sortie en portugais des Amoureuses, chez Aller Editora. J'aimerais commencer par vous poser la question de l'actualité de ce livre, son actualité à la fois à la lueur de votre parcours personnel, hein, dans la préface que vous nous avez envoyée, la préface inédite à l'édition brésilienne. Vous parlez très bien de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis 2009, à la fois dans votre trajectoire personnelle, hein, le temps de l'analyse, votre passe, mais aussi, et j'aimerais mettre l'accent un petit peu là-dessus aujourd'hui, au regard des transformations sociétales et politiques. Hein, je pense qu'on ne pense et on ne parle plus en 2023 de l'amour et de la féminité de la même manière qu'on le faisait en 2009, après MeToo, Balance ton porc, ces tsunamis politiques. Et puis au Brésil, un pays marqué par un taux tragiquement record de féminicide, cette tentative de politisation de la question de la féminité que vous effectuez finalement dans Céder n'est pas consentir, et d'une actualité brûlante. Donc voilà, en d'autres termes, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre livre, à la fois ce que vous avez souhaité y faire et en faire en 2029, et ce qu'il dit 2009 et ce qu'il dit encore en 2023. Oui. À l'occasion de sa sortie au Brésil, donc en langue portugaise, portugais du Brésil, puisque les Amoureuses ont changé de langue. Oui. Alors, c'est vrai que depuis la sortie des Amoureuses en français, donc Les Amoureuses, Voyage au bout de la féminité, qui était mon premier livre, qui est paru au Seuil en 2009, comme vous l'avez rappelé, depuis la sortie des Amoureuses en français jusqu'à la sortie des Amoureuses aujourd'hui en portugais, en 2023, on peut dire que nous avons changé de monde. On n'est pas dans le même monde, et on ne parle pas de la même façon de la question de l'amour, de la question du consentement, de la question de la féminité, dès lors que une sensibilité nouvelle a émergé, sensibilité à la fois intime mais aussi politique, à la question de la violation, à la question du harcèlement, à la question finalement de l'exercice du pouvoir sur les corps. Et je me suis aperçue finalement que dans Les Amoureuses, en 2009, déjà je m'intéressais à ce qui allait devenir, plus de 10 ans plus tard, un des points cruciaux de mon travail. Je m'intéressais déjà à la question du consentement, à la question de la violation et à la question de la jouissance, en tant aussi qu'elle peut conduire un sujet à, disons, se perdre lui-même. Il y a une dimension politique dans ces livres Les Amoureuses qui existe déjà avant MeToo. La dimension politique, à l'époque, je l'ai traitée à travers le film allemand de Florian Henkel von Donnersmarck, La vie des autres, qui est un film justement
qui montre en quel sens l'expérience amoureuse peut se voir non seulement malmenée, mais écrasée par un régime totalitaire, et qui montre justement à travers le sort de Christa, hein, quelque chose de l'ordre d'un forçage du consentement qui va conduire cette femme du côté de la pulsion de mort. Donc oui, nous avons changé de monde entre 2009 et 2023. Le mouvement dit de libération de la parole des femmes avec MeToo et cette diffusion qu'a permis aussi le monde des réseaux sociaux, qui n'était pas, disons, qui n'avait pas autant de poids en fait en 2009, a conduit à aborder tout autrement en fait la question de l'amour et la question de la féminité. Mon dernier livre, vous l'avez évoqué, Céder n'est pas consentir, est un livre qui porte sur le consentement et sur cette distinction qui me semble cruciale d'un point de vue clinique et éthique entre le céder à la situation, le forçage et le consentement. Et au fond, Céder n'est pas consentir, c'est aussi un livre sur l'amour, parce que c'est aussi un livre où je pars finalement de l'ambiguïté du consentement dans la vie amoureuse et sexuelle. Et donc je dirais, si vous voulez, qu'il y a une trajectoire qui a fait que ce livre, Céder n'est pas consentir, que j'ai écrit à un certain moment aussi de mon parcours analytique, après avoir fini mon analyse, après avoir fait la passe, eh bien, Céder n'est pas consentir m'a fait revenir, hein, comme dans un effet d'après-coup, m'a fait revenir au début de mon écriture, m'a fait revenir aux amoureuses, hein, mais en procédant à un plan rapproché sur la question du consentement. Une seconde question qui porte peut-être davantage sur les rapports entre l'amour et la langue, les langues, et sur cette aventure des amoureuses qui ont été traduites, qui se sont traduites, hein, les amoureuses en traduction, les amoureuses ont changé de langue, et elles se parlent et elles se lisent désormais en brésilien. Voilà, je voulais savoir ce que ça vous inspire, ce voyage de votre voyage au bout de la féminité de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai fait un petit lapsus lors de la première question. J'ai parlé de sa publication au Brésil en 2029. C'est vrai qu'elle a mis du temps. C'est peut-être aussi parce que je vois, en tout cas pour moi, le Brésil comme l'avenir de la France. Mais du coup, puisque cet horizon s'est ouvert, voilà, je voudrais savoir également ce que vous attendez, peut-être, si vous avez des attentes particulières quant à cette publication dans ce grand pays qu'est le Brésil et que vous connaissez. Donc si vous pouvez au passage nous parler bien sûr, de votre histoire avec le Brésil. D'abord, j'ai envie de dire quelque chose sur la question de la traduction. Effectivement, il y a des échos en moi par rapport au fait que ce livre-là, Les Amoureuses, soit traduit en portugais. D'abord, c'est la première traduction des Amoureuses. Hein. J'ai d'autres livres qui ont été traduits en italien, en portugais, mais là, c'est la première fois que Les Amoureuses trouvent à exister dans une autre langue. Et donc, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette idée, parce que finalement, je crois que je le dis dans le livre, dans le prologue, l'amour renvoie chacun de nous à une forme d'intraduisible. Il y a l'expérience amoureuse est une expérience qui convoque le désir et la jouissance, qui convoque le corps et qui cherche à se dire dans une langue et en même temps qui confronte aussi à une part d'indicible. Donc cette question de la traduction
elle touche aussi au sens propre l'expérience amoureuse, et je dirais aussi l'expérience amoureuse telle qu'on peut en parler dans l'analyse, hein, puisque ce livre pour moi est aussi un livre que j'ai pu écrire depuis mon expérience de l'analyse. C'est mon premier livre, Les Amoureuses, mais je l'ai quand même écrit après une traversée, après 10 ans d'analyse, et dans un moment justement, d'ailleurs ça a été concomitant, hein, où à la fois j'ai pris la plume pour écrire depuis ce point très intime qui était pour moi la question de l'amour, mon rapport au cinéma et la question de la psychanalyse. Et j'ai pris la plume aussi à un moment où quelque chose comme une traversée avait eu lieu dans mon analyse. C'est-à-dire que le fait d'écrire a aussi participé de cette traversée. Voilà, il y a quelque chose qui s'est noué là, à ce moment-là. Donc, deuxièmement, le fait que ça soit traduit en portugais et que ça sorte au Brésil évoque aussi pour moi quelque chose de la traversée des frontières. Et c'est aussi voilà, une question qui m'est chère, d'abord parce que dans l'analyse elle-même, Lacan en rend compte, il y a quelque chose comme une traversée des frontières qui s'opère lorsqu'on approche en quelque sorte de ce qui est de l'ordre de l'indicible, d'une forme de mise en échec du savoir. On traverse quelque chose qui fait qu'on est comme propulsé dans un autre territoire, qui n'est plus juste le territoire de l'histoire, du chapitre censuré de son histoire, du sens, de la vérité refoulée, mais qui est un territoire qui, en tout cas pour ce qu'il a été dans mon expérience, s'apparente à celui à la fois de la jouissance féminine et de l'opacité à laquelle elle confronte une femme, et le territoire aussi que Lacan appelait le territoire du réel, hein, ce réel qui n'est pas du sens. Donc pour moi, la traversée des frontières, la traversée des langues, elle m'évoque aussi ce moment dans l'analyse, voilà, où au fond on se met aussi à devoir inventer une autre langue, à devoir parler la langue étrangère de son propre trauma, en quelque sorte. Et enfin, il y a un point là de mon histoire qui fait que la traduction en portugais des Amoureuses vient en quelque sorte aussi nouer quelque chose qui est intime. D'abord, le premier voyage que j'ai eu la chance de pouvoir faire au Brésil, peu de temps après la parution des Amoureuses en France, est un voyage que j'ai fait grâce à ce livre. C'est-à-dire que c'est ce livre qui est passé entre les mains d'abord d'une amie brésilienne, cinéaste parisienne, qui l'a passé à sa psychanalyste à Salvador de Bahia, Marcela Antelo, psychanalyste qui participait à un festival de cinéma audiovisuel à Bahia, et qui m'a fait venir pour parler de l'érotisme au cinéma, au sein d'une très belle séquence avec un cinéaste brésilien, cinéaste du film Ciudad Baixa, son nom m'échappe, mais on va retrouver. Et donc, voilà, donc ça a été, ce livre a été l'occasion de traverser l'Atlantique et de poser pour la première fois les pieds au Brésil, à Bahia. Et enfin, il se trouve que mon père était cinéaste, chef opérateur, et que lorsque je suis née, il était en tournage au Brésil. Il était en tournage au Brésil pour un film qui l'a amené à aller justement à Salvador de Bahia, Fortaleza, à Recife, un film d'Edouard Luns, qui a été un film qui a connu
un destin étrange, puisque en raison d'une brouille entre le producteur et le réalisateur, le film n'est jamais sorti. Mais toujours est-il que ce film Grabuge avait conduit mon père au Brésil au moment où j'allais venir au monde. Et donc, pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence, disons que ces noms de villes, hein, comme Proust parle des noms de pays, eh bien ces noms de villes, Salvador de Bahia, Recife, Fortaleza, étaient des noms qui revenaient dans la langue de mon père et qui suscitaient pour moi un certain désir et que j'avais envie de pouvoir découvrir un jour. Voilà. Une petite question, un peu de la fiction de réécriture, Oui. j'aime bien. Je voulais savoir si, donc depuis 2009, il y aurait un film qui est sorti depuis 2009, l'année de publication des Amoureuses, et auquel vous auriez aimé, vous auriez voulu consacrer un chapitre, une partie des Amoureuses. Alors depuis 2009, c'est vrai qu'il y a beaucoup de très beaux films qui sont sortis en effet, mais je dois dire tout de même que le choc que j'ai eu avec la rencontre du film de David Lynch, Mulholland Drive, s'est avéré véritablement unique et singulier. Je n'ai pas retrouvé cette expérience que m'a fait traverser David Lynch, qui était une expérience pour moi inoubliable, parce qu'elle a coïncidé aussi avec un moment de mon analyse. Là, j'étais en début d'analyse quand j'ai vu Mulholland Drive, mais ça a coïncidé avec un moment où quelque chose de ce que Lacan dit du non-rapport sexuel, il n'y a pas de rapport sexuel, et de ce qu'il dit de la non-existence de la femme n'existe pas, c'est comme incarné pour moi à travers ce film. C'est-à-dire qu'au fond, jusque-là, c'était resté de la théorie. Je ne l'avais pas éprouvé en mon corps. Et avec ce film de David Lynch, 2001, eh bien, il y a quelque chose qui est devenu là réel. C'est comme si ce que j'avais vu, le mystère de ce que j'avais vu, à travers ce cauchemar de Diane Selwyn, ce rêve et ce cauchemar, eh bien, m'avait aussi ouvert les yeux sur ce que jusque-là je n'arrivais pas à voir. Et vous vous souvenez, puisque vous avez coordonné toute la traduction des Amoureuses, à quel point à la fin du rêve de Diane Selwyn, David Lynch insiste sur le « il n'y a pas ». No eye orchestra. Il n'y a pas de partition. There is no orchestra. Et là aussi, il est question de la pluralité des langues. Il est question de la traduction. Il y a cette phrase comme ça qui revient à la fin du rêve comme un point d'acmé du rêve et comme au fond un réel sur lequel Diane bute à la fin de son rêve, qui est le no eye, qui est ce qu'il n'y a pas, ce qui manque et ce qui manquera à jamais. Et donc ce no eye orchestra a fait résonner pour moi ce que Lacan appelle l'absence de rapport sexuel, c'est-à-dire l'impossibilité pour deux, au fond, de faire un, de faire rapport au sens de fusionner jusqu'à faire un. Et donc, le fait que ce soit énoncé comme ça en différentes langues montre aussi que, quelle que soit la langue que l'on parle avec l'autre de l'amour, eh bien, ce contre quoi on se heurtera, ça sera quelque chose de l'ordre de ce que Lacan appelle ce non-rapport. Mais néanmoins, il ne faut pas renoncer à l'amour. Néanmoins, l'amour, comme dit Lacan, supplée au non-rapport sexuel. C'est-à-dire que
en fait, le véritable amour, le nouvel amour, comme l'appelle Lacan, celui aussi qui peut advenir dans une analyse, c'est l'amour qui va supporter ce non-rapport sexuel, qui va inventer quelque chose pour faire avec cette impossibilité de faire un avec l'autre, cette impossibilité de tout se dire, cette impossibilité d'être dans une compréhension totale de notre être. Hein. Et donc en ce sens, voilà, ce film a marqué pour moi un moment, je dirais, de transformation subjective aussi dans mon rapport à la psychanalyse et à ce qu'énonçait Lacan. Y a-t-il d'autres films depuis 2009 sur lesquels j'ai souhaité écrire? Oui, il y en a, et d'ailleurs je l'ai fait, mais qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement des films ultérieurs. C'est vrai que dans mon livre sur le jeu, Une traversée des identités, j'ai travaillé sur le personnage de Marnie dans Pas de printemps pour Marnie d'Hitchcock, et un personnage aussi qui nous apprend quelque chose de la question de la féminité et du symptôme et du trauma et de la rencontre amoureuse, parce qu'au fond c'est aussi à travers une rencontre qu'elle va pouvoir consentir, hein, à épeler quelque chose de son propre traumatisme. Mais si on prend un film ultérieur, eh bien j'ai envie de citer le second film, je crois qu'il y en a un entre les deux, mais je ne l'ai pas vu, donc ça doit être le troisième, mais le troisième film de Florian Henkel von Donnersmarck, donc celui auquel je consacre un chapitre à travers la vie des autres dans Les Amoureuses, qui est un film extraordinaire, qui est passé un peu inaperçu en France, mais qui a eu des prix, je crois, en Allemagne, dont le titre est L'œuvre sans auteur, et qui est un film aussi bien sur l'amour, sur le totalitarisme et sur la création. C'est un film dont j'ai traité dans un article au sein d'un volume sur l'identité qui est paru chez Gallimard, et qui porte sur la vie d'un artiste, Gerhard Richter, un artiste allemand, et qui nous montre comment cet artiste finalement a pu, grâce à une invention singulière dans sa façon de peindre, comment est-ce qu'il a pu à la fois rester fidèle à son histoire et à son trauma, et en même temps s'arracher, hein, à ce qui pouvait l'anéantir dans le destin qui avait été le sien. Donc je suis très contente d'avoir travaillé sur la vie des autres dans Les Amoureuses, parce que j'ai senti une rencontre avec ce réalisateur, avec Florian Henkel von Donnersmarck, et j'étais très contente de voir l'œuvre sans auteur qui est finalement dans la même veine, hein, que la vie des autres. Voilà. J'ai envie de rebondir sur le Noailles Orchestre. Oui. Parce que, eh bien, à vertu du fait qu'est Noailles Orchestre, on a quand même essayé de bricoler une traduction à 7 voix. Donc j'en profite pour citer les sept femmes, les 7 grandes amoureuses. Hein. Je pense qu'il fallait que ce fussent de grandes amoureuses pour réaliser cette traduction, qui ont participé au projet. Lia d'Assis, Maria Cecilia Franchi, Mariana Maroc de Castro, Camila Rehem, Laetitia Leitch, Marie-Lou Rilachaud, donc moi-même, et une petite mention spéciale pour Thalissa Ancona Lopez, qui a à la fois participé de la traduction, mais qui a également accompli donc, un travail de révision, qu'on appelle de révision, mais qui va bien au-delà, un travail remarquable à partir de ce qui était en fait à l'origine des bouts de traduction, des éclats de traduction, assez discordants stylistiquement. Une traduction qui n'était pas toute du tout, et en ce sens assez féminine, mais pas publiable.
et qui, grâce à sa grande sensibilité littéraire, sa finesse, sa poésie aussi, parce que c'est une poétesse brésilienne, et son amour de la langue, entre autres, qui a réussi à créer de beaux effets d'harmonie en préservant à la fois la voix de chacune de ces 7 femmes qui a participé du projet et qui résonne, je trouve, dans la traduction au brésilien. Donc voilà, je voulais lui rendre cet hommage et vous poser une petite question adressée aux traductrices. La question de savoir si vous-même auriez une question à nous poser. Alors d'abord, je voulais dire que j'étais très honorée et aussi touchée que cette femme ait pu finalement constituer une sorte de chœur comme ça autour de la langue des amoureuses et pu éprouver ce désir de traduire mon écriture en portugais. Je trouve que c'est significatif aussi peut-être de ce qu'est ce livre, des rencontres qu'il a suscitées pour moi et de la façon dont il a pu toucher aussi quelque chose d'assez intime chez les lectrices, bien sûr chez les psychanalystes femmes, mais pas seulement en fait. Au-delà, il y a eu quelque chose autour de la question amoureuse que j'ai pu attraper depuis la psychanalyse et le cinéma qui a produit des rencontres assez poétiques avec aussi le public féminin. Donc ça me touche beaucoup qu'il y ait cette traductrice qui ait eu envie de s'aventurer dans ce voyage. Je voulais dire aussi que le lien avec le Brésil, il a perduré puisque j'ai eu la chance d'être invitée quelques années après le voyage à Salvador de Bahia, à Belo Horizonte et à Rio, et que j'ai pu constater que mon travail, ma façon d'aborder les choses, depuis la psychanalyse lacanienne, rencontrait un certain écho au Brésil, à la fois chez celles et ceux qui, bien sûr, sont dans le milieu de la psychanalyse, mais aussi un peu au-delà. C'est quelque chose finalement que je constate aussi aujourd'hui à l'université, puisque j'enseigne au département de psychanalyse de l'université Paris 8, et que c'est un département qui a une longue tradition aussi d'accueil de doctorants d'Amérique du Sud, et en particulier brésiliens. J'ai de nombreux étudiants brésiliens et j'ai pu constater là aussi à quel point, disons, il y avait une rencontre avec les étudiants brésiliens et ma façon aussi d'enseigner Freud et Lacan. Alors oui, bien sûr, j'aurais plusieurs questions à poser aux traductrices, et puis d'abord à vous, puisque vous êtes là. D'abord, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire ce livre, puisque ça fait longtemps que cette envie est née en vous. Nous nous sommes rencontrés il y a peut-être 6 ou 7 ans, et donc voilà, moi ça m'intéresserait de savoir comment est née cette décision, parce qu'il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre d'une décision, puisqu'au fond ça n'a pas pu se faire tout de suite, et au fond vous n'avez pas lâché l'affaire, et je ne pensais pas que ça allait aboutir. Donc j'étais très heureuse quand vous m'avez écrit pour me dire ça y est, la traduction va enfin voir le jour. Et j'étais d'autant plus heureuse que je venais d'écrire Céder n'est pas consentir, et que j'avais le sentiment de revenir aux sources des amoureuses. Voilà. Et là, ce serait une première question.
Et puis, peut-être que ça m'intéresserait aussi de savoir s'il y a un des trois personnages féminins qui a particulièrement touché, particulièrement parlé en fait aux traductrices, à l'une ou à l'autre, parce que souvent lorsque j'ai eu l'occasion de faire certaines rencontres suite à la parution des Amoureuses en France et en Europe, je me suis aperçue que certaines femmes me disaient « Ah ben moi », enfin certaines femmes psychanalystes par exemple me disaient « Ah ben moi c'est vraiment Christa, moi je me suis reconnue dans Christa ». Puis d'autres me disaient « Ah ben non, mais moi c'est vraiment Luxe, c'est vraiment l'histoire de la première fois, hein, ou alors Diane ». Et donc il y avait comme ça des résonances par rapport au parcours de ces trois femmes qui sont trois parcours qui sont apparentés de par cette expérience, disons, du tragique, de l'amour et de la jouissance féminine, mais en même temps qui sont trois parcours très différents et qui renvoient à, disons, à chaque fois une problématique liée au désir et à la jouissance côté féminin, disons, singulière. Voilà. D'accord, merci. La seconde question qui s'adresse donc du coup, pour les questions, comment vous allez faire je vais peut-être répondre en voix off. Hein. Ah oui, ben non, mais vous pouvez... pourquoi c'est bien, il faut qu'on vous voit. Oui. Ouais, ben c'est plus sympa. Non. Oui. Vous voulez que je... Oui, merci pour vos deux questions. Donc la première qui porte sur mon désir qui a été, dans l'après qu'on peut dire un peu inaugural, de me lancer dans cette traduction. Et le second sur quel personnage, laquelle de ces protagonistes nous touche davantage. Ça, je pense que chacune des traductrices répondrait d'une manière différente. À la première, je dirais, d'abord il y a eu un élément contextuel. À l'époque, je venais d'arriver au Brésil dans le cadre d'un lectorat. Et donc je donnais des cours de lecture, traduction, compréhension de textes théoriques en français, traduction français-portugais. Et j'avais décidé de travailler sur l'amour. Donc je travaillais à la fois sur des textes de Lévinas, de Badiou, de Lacan. Et le vôtre s'est imposé, mais d'une manière un petit peu différente. Ouais, j'ai eu envie de le traduire avec d'autres. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma conception de la traduction. En tout cas, c'est la pratique de la traduction à laquelle j'aspire. Au moins pour du français partir vers le portugais du Brésil, c'est à au moins 2 personnes et éventuellement davantage. Traduire toute seule, ça me plaît beaucoup moins. Quelque chose d'un peu masturbatoire, alors que la traduction à plus d'une, à quelque chose de beaucoup plus amoureux. Et du coup, ça me semblait tout à fait pertinent pour traduire un livre sur l'amour. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a eu d'abord ce premier moment où des éclats, des fragments de traduction ont été produits, et puis ils ont resté très très longtemps engavetados dans les tiroirs, plusieurs années. Puis je crois que c'est la rencontre avec Thalissa Ancona Lopes que j'ai citée comme l'autre orchestratrice de cette traduction. Vous avez parlé de ce cœur de traductrice, et je pense que c'était une rencontre peut-être entre 2 femmes de cœur, ou en tout cas une rencontre du cœur qui s'est opérée, et ça a été le déclic qui a permis de tisser sur la base de fragments complètement hétérogènes et impubliables un chant d'amour. Donc voilà ce que je pourrais dire sur l'histoire de cette traduction, en tout cas de mon point de vue. Pour répondre à la seconde question,
Et lequel de ces trois personnages de femmes me parle le plus, ou celui auquel je m'identifie. Alors peut-être d'un point de vue cinématographique, ce serait aussi Mulholland Drive. Je dirais que c'est pas forcément un personnage. Moi j'ai beaucoup aimé l'épigraphe de votre livre, et je sais que je suis pas la seule, à ceux qui savent nous rattraper à temps. Et voilà, ça m'a particulièrement parlé, et c'est drôle, je crois que ça, ce petit bout, on l'a laissé en français. Je ne sais pas s'il aurait pu s'écrire dans une autre langue. Je crois que c'est ce qui reste d'intraduisible, et le livre, en définitive, s'ouvre sur cet intraduisible. C'est vrai. Merci. C'est super d'avoir